Bon, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis donc Marie-Cécile Damave. Moi, je travaille dans un think tank qui s'appelle Agridé, qui est basé à Paris, think tank de l'entreprise agricole. Et je travaille sur les questions numériques en agriculture depuis 10-12 ans. Donc, je suis ravie d'être là et d'avoir le plaisir d'animer cet après-midi. Alors, on a entendu beaucoup de choses ce matin. Ce matin, on était vraiment centré sur l'écosystème français. Qui propose des solutions numériques pour quels usages pour les agriculteurs, ça sert à quoi, comment on s'approprie ces systèmes, avec quel modèle économique, quel gain, quel coût, quel impact sur les compétences, sur le travail, sur les métiers, peut-être sur la formation. Quel impact sur peut-être des nouvelles dépendances ou alors plus d'autonomie, plus de dépendance par rapport à qui? Comment on gère ça? Est-ce que ce sont des choix subis? Est-ce qu'on subit ou est-ce qu'on choisit ces technologies quand on est agriculteur? Et puis on a beaucoup parlé d'accompagnement. Cette espèce parfois de manque de mode d'emploi. On a des outils, mais on ne sait pas comment les utiliser. Et donc cet accompagnement à la transition et à l'appropriation de nouveautés, ce qui n'est pas nouveau en agriculture, évidemment. Dès qu'on a des innovations, c'est un objectif. Donc on va continuer un peu sur la même ligne avec tous ces enjeux cet après-midi. Mais par contre, on va sortir de France. Et finalement, ce que je vous propose maintenant, et jusqu'à 17h, c'est en fait un tour du monde. Je vous propose un tour du monde pour explorer en fait, dans différentes parties du monde comment justement l'agriculture se numérise ou se digitalise, avec quels acteurs, pourquoi faire, et explorer en fait la diversité des contextes. C'est pas exactement la même agriculture qu'il y a un petit peu partout dans le monde. Les agriculteurs n'ont pas tous la même identité, les mêmes caractéristiques, les mêmes objectifs même, ne sont pas organisés de la même façon. Et finalement, comment ils vont s'approprier ou pas ces technologies numériques et pourquoi faire et quels outils? Est-ce que c'est les mêmes que chez nous ou pas? Voilà, donc on va regarder un petit peu partout sur la planète en 3 temps. On aura d'abord une intervention en keynote et on aura 1 heure de discussion, donc avec une présentation d'une demi-heure suivie de à peu près autant de temps de questions. Donc vraiment un événement bien interactif avec Pascal Bonnet du CIRAD pour vraiment planter le décor de cette internationalisation du numérique en agriculture. Ensuite, on aura une table ronde. Pareil, on va discuter ensemble avec 4 intervenants pendant plus d'1 heure. Suivi de vos questions. Donc soyez actifs, notez bien toutes les questions que vous avez. Donc 2 temps d'échange, une fois après la keynote, une fois après la table ronde. Dans la table ronde, on va explorer différentes parties du monde avec des experts, que ce soit du Royaume-Uni, que ce soit de différents pays d'Afrique de l'Ouest, que ce soit du Kazakhstan ou que ce soit du Canada et plus largement de l'Amérique du Nord. Et puis enfin, 3e temps, avec une intervention d'un grand témoin, donc de Stéphane Grumbach de l'INRIA. Donc voilà comment se déroule l'après-midi. Alors je vais donner la parole sans plus attendre à Pascal Bonnet. Donc Pascal Bonnet, vous êtes directeur adjoint du département environnement et société du CIRAD. Et vous êtes vétérinaire de formation initiale, j'ai appris tout à l'heure. Donc vous allez nous présenter, vous, ce panorama justement international de cette agriculture numérique en présentant ce qui rassemble et ce qui montre la diversité finalement et des agricultures et des utilisations du numérique, en nous montrant les différentes fonctionnalités de ce numérique et en faisant quelques focus sur Asie, Afrique en particulier et Amérique du Sud. Et Amérique latine. Est-ce que le micro fonctionne? Ça marche? Ok. Je vais passer les diapos. Je pointe sur l'écran pour les diapos? Ou je pointe là? D'accord. Ok. C'est parti. Merci en tout cas de me recevoir. Merci à l'ESA d'avoir organisé ce super événement. Nous, c'est vrai, au CIRAD, on est plutôt en train de regarder le monde à l'extérieur et on a peut-être la faiblesse de ne pas regarder assez ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire en France, malgré nos partenariats quand même importants avec l'INRAE, l'IRD ou d'autres institutions de recherche. Alors, je vais passer
clac, oui, ça passe. Donc, il s'agit d'une analyse assez empirique. Ne cherchez pas un travail sociologique de fond ou de sciences politiques de fond, mais qui trace quand même un certain nombre de faits de géopolitique du numérique dans le monde. Je vais quand même faire quelques rappels en essayant de ne pas répéter ce qui a été dit ce matin sur un certain nombre de sujets, et d'abord interroger peut-être ce qu'on définit finalement derrière ce qu'on appelle l'agriculture numérique. Quel type de processus plutôt de digitalisation on a? Et moi je préfère utiliser ce terme finalement, même si c'est un peu pompeux, de digitalisation qui fait plus penser à un cycle, à un mouvement, que peut-être l'agriculture numérique, et bien sûr plus que l'agriculture de précision qui l'a précédée. Et peut-être une des trois questions qu'on peut se poser, c'est faut-il parler plutôt de transition, de transformation, de révolution? Plusieurs termes ont été évoqués ce matin. Je dirais peut-être que, et à travers finalement ce qui se passe dans le monde, on pourra peut-être préciser qu'on peut parler des transitions des agricultures avec le digital, comment finalement des pratiques historiques de l'agriculture sont transformées avec des outils, mais on peut aussi parler de la transformation de l'agriculture par le digital. Et je pense que ce n'est pas tout à fait la même notion. La révolution, on l'a beaucoup évoqué au début du digital. Je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a révolution, ça sera la révolution de l'IA, de l'intelligence artificielle, qui nous re-questionne finalement sur une partie du numérique. Dans ce que je vais présenter, je vais plutôt développer finalement la place des acteurs et des coalitions d'acteurs pour mettre à l'agenda des questions d'agriculture numérique et de digitalisation. On parlera bien sûr du marché des entreprises, on parlera de ce que j'appelle les institutions au sens de la nouvelle économie institutionnelle, c'est par exemple les organisations de producteurs, les coopératives, on les a évoquées ce matin. On parlera aussi, peut-être plus que ce matin, des États et des politiques publiques, de ce que ça peut représenter de mettre à l'agenda dans un gouvernement et en intersectorialité des politiques du numérique. Et puis parce qu'on a un regard sur les pays du Sud, on positionnera aussi le rôle des bailleurs du développement et aussi de la recherche, puisqu'on en est issu. Un petit rappel quand même sur la diversité des agricultures. Il n'y a pas vraiment, c'est pas une découverte, mais finalement, la diversité des agricultures, on peut l'apprécier de différentes manières, sur la taille foncière, sur la taille économique, bien entendu. Là, vous voyez un petit graphique à droite qui montre en fait finalement les tailles des SAU, des surfaces agricoles utiles, en fait, qui sont extrêmement variables dans le monde. On a plutôt des petites exploitations et moyennes exploitations. Et ces agricultures ont des marchés finalement, servent des marchés alimentaires ou non alimentaires assez différents, entre des marchés locaux, en zone rurale en particulier, ou le marché national de certaines grandes villes, ou le marché international donc de certaines commodités. Elles ont aussi des trajectoires de transition différentes, des transformations différentes. Bon, on y reviendra, mais notamment dans le développement, on cherche à moderniser l'agriculture familiale et on cherche à verdir l'agriculture industrielle. Donc on a des processus finalement de transformation un petit peu différents. Et ce qu'il faut débattre, c'est la place du digital là-dedans, et c'est encore extrêmement débattu. Donc il y a bien, pour ce qui concerne le digital, une part d'universalité, de généricité, puis il y a une part de spécificité qui correspond finalement à des applications et à des besoins ad hoc, locaux, situés, comme on le dit quand on parle d'innovation, donc dans des contextes donnés. Là, vous avez des exemples de l'agriculture brésilienne avec les deux images en bas, et puis deux types de marchés en Afrique du Sud, le marché de la viande, mais très différent, comme vous voyez, entre un GMS et des marchés de rue. On peut peut-être aussi se poser la question finalement de savoir s'il y a des cycles dans la digitalisation. Est-ce qu'il y a des vagues? Alors on a montré ce matin, Pierre a montré par exemple une vague finalement de création d'AgTech et puis une espèce d'écroulement. On a des temporalités comme ça, mais peut-être de manière empirique, je peux proposer qu'il y ait 4 temps. On a eu le temps du rêve et de l'expérimentation. On a vraiment poussé à la digitalisation en pensant que ça allait tout résoudre tout de suite, mais c'était un espoir rêvé. Un peu induit aussi par les acteurs. Et puis, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont cassées la gueule. On voit avec la chute potentiellement d'un certain nombre d'opérateurs. On est passé à une phase plutôt de réalisme opérationnel. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. On ne sait pas toujours très très bien pourquoi, les déterminants, mais on a quand même une petite idée. Et on pourrait appeler ça, je dirais,
on est probablement en partie dans ce temps-là. Et puis, on est aussi dans le temps d'une nouvelle programmation, c'est-à-dire à partir de ces acquis, on peut assumer qu'on peut prendre un certain nombre de risques, on va le dire, pour pousser, accompagner des formes de digitalisation que l'on pense être puissantes, efficaces, coût efficaces, évidemment, on y reviendra. Et puis, il y a quelque chose de nouveau, parce qu'on peut le dire quand même, c'est nouveau. L'IA, c'est pas nouveau, mais l'IA générative, c'est nouveau. Là, il y a de nouveau un redépart, un peu de ce cycle, d'une nouvelle promesse autour, en particulier de l'IA-G, mais je vais la généraliser pour être clair. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que là, on a fait un focus ce matin sur la France et sur les institutions en France, notamment les entreprises, un certain nombre d'institutions. On a parlé des coopératives, des chambres d'agriculture, on a parlé un peu d'État, pas beaucoup. Mais il faut savoir qu'au-delà des pays, il y a un certain nombre d'acteurs qui positionnent l'agriculture numérique et la numérisation. Je parle bien sûr des organisations internationales. La Banque mondiale a une idée sur la question, la FAO a une idée sur la question, et c'est plus qu'une idée, il y a un agenda, il y a des programmations. Au niveau régional, là ce que j'appelle régional, c'est en général justement les continents ou les sous-régions, ce que dans le jargon on appelle les communautés économiques régionales, l'Union européenne en étant une par exemple, donc des unions. Il y a aussi des agendas digitaux, il y a des politiques mises en place, des appuis. Et pareil au niveau des États bien sûr et au niveau local, là vous avez quelques exemples de ces acteurs en Afrique, l'Union africaine et les cartes que vous voyez sont les communautés économiques régionales et puis bien sûr un certain nombre de pays qui ont mis en place des stratégies nationales, soit sur l'économie numérique, soit plus spécifiquement sur la e-agriculture. Autre point, il est important pour comprendre la digitalisation d'identifier au moins 3 grandes forces motrices, 3 catégories d'acteurs. Il y a les forces du marché, très clairement on a beaucoup parlé de ça ce matin, les entreprises, pour faire ça, qu'elles soient multinationales au niveau international ou qu'elles soient très locales. Vous avez des startups locales, vous avez évidemment beaucoup de types d'acteurs de l'entreprise. Donc là, je cite les majors, les GAFAM, le monde des startups, avec une nouvelle économie qui appartient bien au monde du marché, qu'on a peu évoqué ce matin, mais quand même qui a été effleuré, qui est le monde de l'économie de la donnée. On est aujourd'hui avec le numérique, grâce à la création de données, avec des données qui apportent de la valeur ajoutée, mais qui sont mis dans des systèmes économiques dédiés à la donnée. Il y a plusieurs exemples que l'on pourrait mentionner. On a le même phénomène, alors ça on appelle ça plutôt la data assetization, c'est-à-dire le capitalisme sur la donnée, et on peut aussi parler de capitalisme cognitif, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est l'idée qu'on qu'on met sur le marché les connaissances, ce n'est pas tout à fait la même chose que les données. Or vous verrez que dans les business models, ça pose un certain nombre de questions sur l'équilibre à mettre en place. Un autre exemple de l'économie de la donnée, c'est ce qu'on appelle le new space, c'est-à-dire, vous connaissez tous le poids de l'imagerie satellite aujourd'hui pour faire de l'agriculture numérique, et les capteurs, ce sont des satellites, ils appartiennent à qui? Ils appartenaient autrefois à des États, aujourd'hui ils appartiennent de plus en plus à des boîtes privées. Bon, chez nous, les satellites c'est Airbus, mais il y a aussi des satellites d'État, et puis il y a des nouveaux acteurs qui se lancent dans la conquête spatiale et dans les lancements, et aussi dans la mise en place de satellites, de constellations. Bon, ça c'est le marché, c'est très vaste, donc je ne vais pas trop l'aborder dans le détail. Et puis on a les États. Et certains États sont puissants. Vous verrez tout à l'heure en Asie qu'on est dans un monde, la Chine, le Vietnam, le Laos, où ce sont des autocraties puissantes. Ce sont ces puissances-là, c'est-à-dire les États qui décident de la programmation du digital dans l'agriculture en grande partie. Elles mettent en place, bien sûr, et ça c'est plus général, le cadre de régulation, les lois, les problématiques d'aménagement du territoire, la mise en place des infrastructures, etc. Enfin, et je pense que c'est très important dans certaines régions qu'on va visiter d'ici peu, il y a ce qu'on peut appeler les institutions. Encore une fois, je fais référence à la nouvelle économie institutionnelle, plutôt tout ce qui est de l'ordre du collectif. Encore une fois, une organisation de producteurs, une coopérative, etc. font partie de ces institutions et qui sont souvent appuyées par ce qu'on va appeler le régime d'aide, c'est-à-dire les bailleurs internationaux, notamment du développement, les grandes ONG au sud, qui interviennent. Et là, vous avez des illustrations d'un certain nombre de ces acteurs dans cette diapo.
Alors après, quand on en vient à l'offre de digital mondialement, ça a été, là je vais pas insister, ça a été dit ce matin, il y a, je dirais, des besoins universels et donc des produits universels. On a des logiciels de gestion globalement qui marchent à peu près partout dans le monde, on l'achète, on le fait fonctionner, on a la formation, etc. Et ça, c'est plutôt soit les majors de l'industrie agroalimentaire, soit celle du digital qui propose ce genre d'outils. Là, par exemple, FarmForce, qui est un outil qui est utilisé en Afrique par des grandes exploitations industrielles. Vous avez un panorama, hein, on parlait ce matin, Pierre a présenté l'importance des bases de données pour essayer de dresser des panoramas. FarmTech Landscape 2020, c'est typiquement ce type de panorama en data visualisation. Et puis vous avez, pour caricaturer, un marché de niche, qui sont des solutions plutôt mises en place par des startups, très situées par rapport à une problématique très locale, qu'il faut essayer de construire, et qu'on construit souvent en coalition, par exemple dans le sud en Afrique, entre une ONG, un groupe, une communauté de producteurs, un bailleur, etc., et qui ensuite vont s'associer avec une SS2I ou une boîte d'informatique pour construire le produit. Là, on est dans le design ad hoc, hein, ce qu'on appelle le user-centered, et dans un monde d'écosystèmes d'innovation. Enfin, ces innovations sont situées aussi par rapport quand même à des infrastructures de connectivité qui sont importantes à considérer. On a trop l'habitude de penser que voilà, la 3G est partout, la 4G est partout, la 5G demain. Dans beaucoup d'exemples, et même en France, on a des zones blanches. Mais alors, dans les pays que l'on va parcourir, il y a cette réalité, évidemment, et même dans des grands pays comme le Brésil. Pour avancer, finalement, et ça a été dit ce matin, ceux au sens du qui et ceux au sens du quoi poussent à la digitalisation. Ce sont d'abord les acteurs qui préexistaient finalement, et donc les acteurs de l'agriculture, les acteurs des filières. Et des territoires ruraux. Alors là, vous ne voyez pas très bien sur ce grand diagramme, mais vous avez là un exemple, finalement, une cartographie des types d'acteurs, hein, pas nommés, ce n'est pas une entreprise ou un acteur en particulier, mais des acteurs au centre direct des filières, hein, depuis les agriculteurs jusqu'aux consommateurs, avec les fournisseurs d'intrants, par exemple. Et puis, au-dessus et en dessous, on a finalement des macro-acteurs qui sont plutôt des facilitateurs ou des supporters. Alors la recherche en fait partie, par exemple les États. Et puis on peut diviser ce monde aussi entre les marchés plutôt domestiques, hein, donc marchés alimentaires nationaux, et puis des marchés internationaux ne sont pas tout à fait toujours les mêmes acteurs. Et ces acteurs se mettent en coalition, là aussi, pour provoquer une forme de digitalisation, très diverse, et on ne va pas rentrer dans le détail. En outre, ces dynamiques se mettent en place un peu contraintes par un certain nombre de facteurs externes. Je vais mentionner le climat, pardon, je vais faire avancer, là il y a une petite animation. Il y a les acteurs et puis il y a un certain nombre de facteurs facilitants, que ce soit au niveau des technologies, des réseaux en place ou d'accès à un certain nombre de prérequis comme l'énergie, ça a été évoqué. Mais dernier point, donc il y a des facteurs externes, le climat par exemple, qui pousse à promouvoir une agriculture résiliente. Et dernier point, ce que l'on voit apparaître aussi, c'est ce qu'on peut appeler des écosystèmes d'innovation par le digital. Alors ici c'est l'exemple, peu importe le détail, mais vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont mis autour de ce nuage, avec un élément central qui serait l'orchestrateur. Quel est-il? On ne sait pas, ça pourrait être l'État, ça pourrait être tout à fait une autre entité. Et ces Digital Innovation Hubs, ça c'est le modèle européen, sont censés finalement coordonner la mise en place d'innovations, en particulier pour celles qui nous intéressent digitales. Alors on y reviendra, puisque ces coalitions globales, ce nuage de coalitions là, il n'est pas toujours complet. C'est-à-dire que dans certains exemples, on a seulement 2 ou 3 acteurs qui interviennent et mettent en place. Dernier point important en préalable, c'est finalement quels sont les objectifs et les finalités de la digitalisation. On est assez d'accord globalement dans la littérature pour dire qu'il y a 3 grandes dimensions. Là, vous avez les 2 grands carrés, les 2 carrés centraux représentent finalement les agricultures dites familiales ou de taille moyenne, qui sont quand même autour de 75% selon la littérature des fermes donc dans le monde. Et puis vous avez les fermes type corporate qui représentent le reste. Mais l'ensemble est en interaction, mais l'ensemble doit aussi, grâce à la digitalisation, poursuivre 3 objectifs. 3 performances, on peut
parler de triple performance. Une performance de type efficacité, efficience liée à l'optimisation, à la meilleure gestion. C'est autour de la productivité et c'est reconnu et ça a été pas mal démontré ce matin. Le deuxième, c'est peut-être moins discuté, enfin en tout cas ce matin je l'ai moins entendu, c'est des problématiques de résilience. Résilience socio-économique, résilience climatique aussi, on y reviendra. Garantir les moyens d'existence aux agriculteurs, garantir leur bien-être. Alors les questions de pénibilité du travail, par exemple, peuvent être aussi logées dans ce pilier de la résilience socio-économique. Et le dernier pilier, ça serait celui de la durabilité environnementale. Et donc le digital contribue à la durabilité environnementale. Alors on va mettre quand même de côté un tout petit peu le débat sur l'impact environnemental du digital, qui pose une équation assez complexe. Donc gestion saine et équilibrée des ressources naturelles, de l'eau par exemple, et adaptation, atténuation au changement climatique. Alors ce long préalable, on pourrait le poursuivre avec peut-être une caractérisation des effets attendus. Certains mots ont été évoqués ce matin, mais je voudrais insister, puisque les exemples que je mentionnerai tout à l'heure, finalement, sont autour de ces différents processus. On a beaucoup parlé d'optimisation, d'un pilotage technique, d'une conduite technique, dont tous les outils d'aide à la décision sont là-dedans. Donc le mot optimisation. Et puis on a un peu évoqué aussi des questions d'intermédiation quand on a parlé des plateformes. Finalement, une plateforme, c'est un nouvel intermédiaire entre quelque chose et quelqu'un. Je dis quelque chose, ce n'est pas forcément quelqu'un, justement. Ça peut être, en effet, quelque chose de plus virtuel. Donc, on a les plateformes que l'on connaît, business to business, business to consumer. On a des plateformes de conseil, on y reviendra avec quelques exemples. Intermédiaires, non intermédiaires, virtuels maintenant avec les chatbots, on y reviendra aussi. Cette question de l'intermédiation elle est intéressante puisque finalement une partie des acteurs du conseil par exemple ont disparu dans certaines régions du monde et ont été remplacés par d'autres. Donc on a bien une forme de ce qu'on appelle la désintermédiation, réintermédiation. C'est toujours autour de l'intermédiation. On a un nouvel interlocuteur. On a la question de la dématérialisation, ça elle est basique, on le sait, hein, l'économie de la donnée elle est basée là-dessus. On a tout le processus d'automatisation qu'on a beaucoup évoqué avec les capteurs ce matin. Alors que ce soit la collecte de données pour les capteurs, que ce soit le travail, les robots pour certaines missions techniques. Et là aussi, on a évoqué le mot substitution du marché du travail, donc de certains emplois par les machines. On pourra y revenir. Ça peut aussi offrir des opportunités. On y reviendra dans la conclusion sur de nouveaux métiers pour demain, plutôt des métiers de service. Enfin, on a l'augmentation. Alors, j'ai rajouté ça un petit peu parce que finalement, on parle toujours de l'intelligence artificielle, mais est-ce que ce n'est pas une intelligence augmentée aussi qu'on est en train de provoquer? Bien sûr, on utilise ce terme. Un conseiller agricole qui va utiliser un système expert qui va l'appuyer pour mieux conseiller un certain nombre de clients ou d'usagers, il est augmenté par un certain nombre d'outils digitaux. Et puis, quand il n'y a plus personne pour parler à l'agriculteur, c'est un système virtualisé. Donc, quand vous interrogez ChatGPT, on ne sait pas trop qui vous interrogez, mais vous interrogez une machine. Donc, vous avez une interface homme-machine, et ça peut aller jusqu'à la disparition de l'humain. Et puis, donc, la capitalisation que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, l'économie de la donnée. Alors, partons au voyage, puisque je vous ai promis un petit travail en long courrier. On va essayer de montrer quelques déclinaisons, hein, évidemment. L'idée n'est pas de faire un panorama global sur vraiment tous les détails de ce qui se passe au Brésil, tous les détails de ce qui se passe en Asie, mais un certain nombre d'illustrations que l'on a particulièrement, nous, étudiées au CIRAD ou observées en observateur, je dirais, expert. Derrière les démonstrations, derrière les déclinaisons, on va essayer de voir quel est finalement le dialogue et la dynamique de digitalisation, quels sont les enjeux principaux et les problématiques finalement porteuses, hein, derrière quelques exemples et solutions que je vais montrer. Alors, basculons tout de suite en Asie. Là, vous avez une carte globale. Alors, l'Asie, c'est séparé entre Asie du Sud-Est continentale et Asie du Sud-Est insulaire. Il y a le bloc de la Chine que l'on connaît bien. Sachez que dans cette région, il y a bien un agenda multiniveau, comme on dit, une gouvernance multiniveau du digital et de l'agriculture digitale. L'ASEAN, donc l'équivalent de l'Union européenne pour l'Asie, porte un certain nombre
de stratégie et de construction de stratégie globale pour la région. C'est aussi une région qui commerce beaucoup entre pays. Ça, c'est vrai dans toutes les communautés économiques régionales, mais c'est particulièrement pertinent ici. Et c'est aussi une région qui regarde la Chine et ce qui se passe en Chine de manière très attentive, évidemment. Et donc, il y a une tendance à copier un petit peu ce qui se passe en Chine, mais on verra. Cette région est aussi très appuyée par, encore une fois, d'organisations internationales comme la FAO, mais aussi par, finalement, des dynamiques de diplomatie économique, on peut le dire comme ça, notamment la Commission européenne qui investit un certain nombre de fonds européens pour, par exemple, provoquer ou contribuer à l'économie circulaire et au développement de l'économie circulaire. Donc ça, ce sont les acteurs. Je vais prendre là des exemples un peu précis où la digitalisation est à l'œuvre. Un premier, de manière pour certains qui peut étonner, mais en fait qui nous étonne plus pour les observateurs depuis longtemps, c'est la mise en place en fait d'une agroécologie de précision, d'une digitalisation dans l'agroécologie. Et pourquoi ? Parce que l'agroécologie, c'est le pilotage de systèmes complexes. Et qui dit système complexe dit beaucoup d'informations et de données, et bien sûr beaucoup d'analyse, de modélisation. Donc ça peut se comprendre. C'est aussi un type d'agriculture qui est très intensif en connaissances. Donc on se retrouve avec des besoins de ce qu'on appelle des KMS, par exemple, des systèmes de gestion des connaissances. Je parle trop anglais dans mon métier, du coup j'en oublie le français. Voilà, qui justifie finalement qu'un certain nombre d'outils et de processus de digitalisation soient mis en place en agroécologie. Il y a une étude en Asie, donc toute la partie ASEAN, sur une quarantaine d'outils digitaux qui essaie de voir comment ces outils contribuaient finalement aux 13 principes de l'agroécologie. Alors, les principes de l'agroécologie, ils ont évolué entre 10 et 13, mais bon, je vais prendre le chiffre de 13. Et bien, vous voyez, sur ces 43 outils là que je vais pas préciser, dont je ne vais pas préciser le nom, on a par exemple, nous, au CIRAD, un outil qui s'appelle BioFuncTool qui travaille sur la qualité des sols. Eh bien, ces outils contribuaient à 3 principes de l'agroécologie sur 13. C'est pas énorme, mais bon, ils y contribuaient. C'est un exemple. Cette agroécologie, elle n'est pas seulement mise en place dans les agricultures familiales en Asie, elle est aussi mise en place, certes dans les agricultures familiales, mais pour des multinationales du commerce des commodités, par exemple le café. Je vais prendre cet exemple du café, et donc une des superstars du marché mondial du café qui s'appelle Ecom met en place un certain nombre d'outils pour changer les pratiques, mettre en place des pratiques agroécologiques dans les plantations de café, notamment sous ombre, etc. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais un certain nombre de ces acteurs donc, qui pilotent finalement, et à partir d'outils digitaux, la transformation, l'agroécologisation de la culture de café. Une deuxième spécificité de la région qui est quand même assez intéressante, c'est le focus sur l'aménagement du territoire. Alors vous allez me dire, ça n'a rien de surprenant, mais des initiatives qu'on appelle Digital Village, qui sont aussi très appuyées par les organisations internationales et qui ont copié pas mal le modèle chinois, en fait. Pourquoi ? Parce que l'idée de mettre de l'infrastructure et de la connectivité sur les territoires ruraux, je dirais, on pourrait tous l'avoir. Mais le faire, c'est autre chose. C'est-à-dire mettre de la puissance et de l'énergie et du budget de l'État pour petit à petit aménager ces infrastructures, mettre en place ces infrastructures numériques dans les territoires, c'est important. Mais ça a été fait avec une vision très précise des finalités pour lesquelles on le fait. Et les grandes finalités, c'est le e-commerce. Ça, c'est le modèle Taobao en Chine. C'est d'abord pour le e-commerce, pour que tous les gens, artisans, commerçants, agriculteurs, dans un village donné, soient capables de vendre en ligne un certain nombre de produits. Il reste la logistique à organiser, vous me direz, mais c'est le modèle Taobao. Il est copié et c'est une des finalités. Le deuxième, c'est évidemment quand les villages sont connectés, on a un espèce de service public, si vous voulez, quelque part, qui est mis en place. On peut développer le conseil agricole sous une autre forme, sans forcément avoir du présentiel. On peut faire la promotion de produits de terroir, et ça c'est beaucoup développé en Asie. On va prendre l'exemple du Vietnam tout à l'heure. Et l'écotourisme, puisque finalement, on crée des aménités nouvelles dans ces territoires ruraux. Je vais prendre l'exemple du Vietnam. Le Vietnam a établi une stratégie globale sur le digital. Alors ça part d'en haut, on va être clair, c'est un pilotage autocratique, mais extrêmement agile quand même, et extrêmement réfléchi. On n'est pas dans de la brutalité, dans la réflexion et dans l'intelligence de gouvernement. Il y a 3 grands piliers de la stratégie digitale au Vietnam. Très clairement un affichage de l'impact pour la société, très clairement pour l'économie, et très clairement aussi pour l'État lui-même. L'État s'est rendu compte qu'il était finalement en retard par rapport aux questions de e-gouvernement.
Or, c'est important le e-gouvernement, parce que quand je prends un exemple en Europe, quand vous déposez un dossier d'aide, etc., bah, si vous êtes sur une plateforme, ok, peut-être ça va faciliter ou pas, on aura le savoir-faire ou pas, ça c'est un autre débat, mais voilà, il y a un accès assez direct à partir du moment où on a mis les infrastructures en place. Donc l'État s'est rendu compte qu'il était en retard, mais donc c'est intéressant parce qu'il y a un effet finalement, il y a un effet d'accélération du fait par l'État pour lui-même et pour finalement les citoyens et les différentes économies. Il y a 4 finalités de la programmation nationale. On retrouve bien sûr le e-gouvernement, on retrouve le développement rural digital, on retrouve la plateformisation et on retrouve la modernisation, c'est-à-dire l'effort vers plus de productivité et d'efficacité de l'agriculture. Enfin, il y a 3 objectifs directs qui interpellent particulièrement les agricultures familiales qui sont quand même dominantes dans ce pays. C'est les questions de capacité, donc de formation des agriculteurs, donc on peut aussi y associer le conseil. Les questions d'accès aux résultats de la science, alors certainement intermédiaires, et aux technologies. Accès à l'information, là on est plus sur de l'information tactique, comme les systèmes d'information marché, un système d'information prix, etc. Et puis encore une fois, on réinsiste sur la connexion au marché, c'est-à-dire la capacité de pouvoir vendre sur un certain nombre de marchés. Alors là, vous avez des exemples de plateformes, la plateforme Sendo, là, qui est plateforme de e-commerce qui est très développée, des scènes de promotion sur TikTok. Alors là-bas, c'est plutôt TikTok que Facebook. Bien sûr, on retrouve des grands noms qu'on connaît. Et puis les OCOP, qui sont des programmes One Commune, One Product, une commune, un produit, c'est-à-dire de promotion d'un certain nombre de produits du terroir. Alors on n'est pas loin des indications géographiques, mais ce n'est pas tout à fait le même dispositif. Une autre démonstration, c'est celle de la mise en place d'un système par l'État. Encore une fois, je vous rappelle, on est dans un système là où c'est l'État qui met en place. On n'est pas sur quelque chose de bottom-up, même si après, bien sûr, il y a des dynamiques locales qui se mettent en place. Donc, pour la digitalisation de la filière riz dans son ensemble. Le riz, c'est fondamental. En Asie, bien sûr, c'est la culture de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, c'est absolument critique. C'est d'autant plus critique que la culture du riz est soumise à des aléas climatiques extrêmement importants dans cette région, qui sont de différentes natures. Donc un outil, entre guillemets, c'est une batterie d'outils, mais un système qu'on appelle RICEMOR est mis en place avec 3 objectifs sur des problématiques de qualité du réexport, parce qu'on veut quand même exporter, c'est un produit qui s'exporte dans la région. Produire un riz de très haute qualité en baissant les intrants avec des chiffres, des métriques, des cibles particulières en termes de réduction de gaz à effet de serre de 10% par exemple. C'est extrêmement émetteur les rizières de gaz à effet de serre. Et en baisse d'intrants de 30% en particulier en pesticides, donc c'est quand même des objectifs très, très affichés. Des baisses de coûts de production de 20% et puis une amélioration du revenu de 50%. Ça, ce sont des cibles. Ça, c'est très autocratique de mettre des cibles. Très souvent, dans ces pays-là, on met des cibles et on essaye de s'y tenir. Et le deuxième objectif, les 2 autres objectifs sont intéressants parce qu'on les a peu évoqués ce matin, en tout cas un, c'est-à-dire verdir une filière, c'est-à-dire, encore une fois, on retrouve la question de la réduction des gaz à effet de serre, mais surtout, pourquoi on le fait ? On le fait parce qu'on veut aussi pouvoir toucher le marché du carbone. C'est-à-dire qu'on a quand même un objectif finalement financier derrière, c'est se mettre en règle avec les systèmes MRV pour pouvoir rentrer dans le marché du carbone, dans le marché de l'environnement finalement. Donc ça c'est intéressant parce que je pense que ce sont des dimensions qu'on a peu évoquées jusqu'ici. Je vais basculer de l'Asie vers l'Afrique pour aborder d'autres exemples. Là aussi, on a tout un ensemble d'acteurs continentaux. Je vous les ai évoqués tout à l'heure, Union africaine, Organisation internationale, etc. Je passe très rapidement. Ce qui est un peu intéressant peut-être, en tout cas c'est mon analyse, souvent partagée avec mes collègues, c'est qu'on a un certain nombre de facteurs alignés en Afrique. Un premier point qui est assez intéressant parce que quand on parle de numérique et de digitalisation de l'agriculture, il y a un certain nombre de techniques et de méthodologies assez pointues qu'il faut mettre en place. On peut dire qu'en Afrique, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest où on l'a pu valider, mais c'est assez vrai je pense sur le reste, le réseau académique est très impliqué. Les gens en maths appliquées, en maths informatique appliquée, en fait utilisent le secteur agricole comme un domaine d'application. Pourquoi ils le font ? Parce que le secteur industriel
classique, je dirais, est peu développé, à part en Afrique du Sud, à part au Nigeria, à part bien sûr dans quelques pays. Il y a des exceptions, là je suis bien sûr très généraliste. Donc finalement, le secteur agricole paraît très naturellement, en plus il y a évidemment les liens familiaux qui font que beaucoup d'entre eux sont d'origine rurale. Donc il y a quand même un acteur, la recherche en informatique en particulier est assez développée. Il y a eu des sauts technologiques importants. On peut dire que globalement la téléphonie fixe n'a jamais existé en Afrique. La téléphonie mobile a décollé très vite. Les premiers téléphones satellites que j'ai vus, c'est en Somalie, moi, ça n'existait pas en Europe. Donc c'est des choses qui en fait voilà, basculent. On fait des sauts technologiques. Nicolas peut-être l'évoquera tout à l'heure. Sauts technologiques du paiement dématérialisé. Ce sont des choses que l'on observe. Il y a aussi beaucoup de multinationales, puisque là je prends l'exemple du café, vous voyez la carte du cacao. La carte du cacao et la carte de la production de cacao, elle est essentiellement africaine avec le Ghana et la Côte d'Ivoire qui sont les plus gros producteurs mondiaux. Et donc ces multinationales qui agrègent finalement tout le cacao produit par des petits planteurs, finalement, ont un effet d'entraînement. Quand ils mettent en place un outil digital pour la filière, finalement, tout le monde en bénéficie, etc. On y reviendra tout à l'heure avec des entreprises plutôt de taille moyenne. Et puis, il y a ce régime d'aide dont j'ai parlé tout à l'heure déjà, qui avait déjà mis en place un certain nombre d'outils, de systèmes d'information qui ont simplement évolué avec la technologie. Les systèmes d'information marché, typiquement, c'est ça. Aujourd'hui, c'est avec une technologie. Il y a 10 ans, c'était avec une autre. Et il y a 15 ans, ça existait aussi avec une autre. Autre point important, il y a un renouveau du conseil agricole et de l'intérêt vers le conseil agricole de la part des États, donc la mise en place à travers aussi les nouvelles technologies, d'une nouvelle forme, hein, ça c'est pour le format, mais aussi avec des nouveaux contenus, par exemple sur des produits de qualité que l'on peut remarquer. Je vais essayer de tenir le temps. Alors sur le conseil agricole, une thèse qui a été faite par Chloé Alexandre dans le cadre de Digitag avait étudié une série d'outils, je ne rentre pas trop dans le détail, d'outils de conseil et en particulier sur la base de critères tels qu'ils apparaissent ici sur la diapo, accessibilité du service, disponibilité des contenus, spécificité des contenus, adaptabilité, c'est-à-dire capacité de changer le système, et puis prise en compte d'une diversité de points de vue. On se retrouve confronté finalement à deux grandes familles d'outils, une qui a plus une logique qu'on appelle servicielle, qui va être finalement avec des contenus assez spécifiques d'un domaine, par exemple autour de l'élevage de lapins, par exemple autour de la production de riz, mais pas généraliste, vous voyez, quand même suffisamment spécifique. Où on met la spécificité, ça reste évidemment à évoquer dans plein de domaines. Et cette logique servicielle, finalement, n'est pas du tout généraliste, elle est assez personnalisée, elle est souvent intermédiaire. Alors il y a des réseaux de pair à pair entre spécialistes, il y a des conseillers plus dédiés, etc. À l'opposé, on a plus une logique industrielle, et je vais prendre un exemple avec une plateforme de vidéos de formation qui s'appelle Access Agriculture, où on a finalement là une couverture très très large, évidemment une plateforme qui est en ligne, elle est disponible, voilà, mais qui n'est pas très spécifique finalement d'un domaine, qui ouvre tout un champ. Donc on oppose deux critères qui sont l'interactivité et la spécificité des contenus à celle d'une couverture finalement d'un accès libre, large, mais qui serait peut-être plus générique. Prenons cet exemple de Access Agriculture. Alors pour faire simple, c'est un peu comme les plateformes YouTube, vous allez chercher ce qui vous intéresse, sauf que celle-ci est dédiée à l'agriculture, à des vidéos de formation, façon de planter ci, façon de planter ça, façon d'élever ci et ça. Spécificité, elle est dans toutes les langues africaines, donc on retrouve toutes les langues natives, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de formatage par la langue. Et vous voyez que l'utilisation actuelle de ces supports de formation, c'est autant par les vulgarisateurs que par les chercheurs, et que par finalement oui, il y a un croisement de pourcentage, parce que je vois qu'il y a des doublons là. Les paysans, et puis leurs organisations, et puis des formateurs. Ça peut être intermédiaire ou ça peut être en accès direct sur Internet ou sur un mobile. Bon, ça c'est un premier point. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette plateforme est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer avec la mise en place d'un chatbot, avec la mise en place d'une interface un peu différente finalement de la simple requête que l'on fait sur ce type de plateforme.
quelque chose que l'on va étudier. Et il faut quand même noter que dans un certain nombre de ces systèmes se surajoutent des couches d'interface homme-machine. Là, c'est un exemple. Évidemment, on connaît tous ChatGPT et d'autres systèmes d'IAG, mais ils sont de plus en plus en train d'être testés sur des usages particuliers comme celle-ci. Et il y a des financements de la Commission européenne pour étudier ces mises en place. Un autre exemple, c'est finalement un outil qu'on a développé au CIRAD qui s'appelle Pixfruit, dont l'hypothèse de base était la réduction de l'asymétrie d'information sur les rendements du manguier sur arbre. En gros, quand dans le négoce du manguier, vous avez un acheteur qui vient un mois avant la récolte, donc achète sur pied, entre guillemets, vous êtes en général au courant du prix de la mangue, mais vous avez une estimation qui est la vôtre, et celle de l'acheteur est aussi la sienne, du rendement. Et donc on a développé une application qui, à partir de réseaux de neurones, donc d'une intelligence embarquée, soit sur smartphone, soit sur drone, soit à partir d'imagerie satellite, donc on a de l'imagerie photographique, de l'imagerie en proxy détection sous drone et de l'imagerie satellite, est capable, et qui a une belle efficacité, d'évaluer, donc un mois avant la récolte, la quantité de mangue et le poids des mangues finalement qui sont disponibles dans le verger ou sur l'arbre. Donc ça, c'est techniquement très pointu et ça marche très bien. Et bien sûr, comme ça marchait bien, on a voulu le transférer à une start-up, à une entreprise, faire du transfert, pour qu'ils reprennent une entreprise qui s'appelle SoWit et qui a en effet mis en place l'outil qui s'appelle désormais SoYield. Mais les problèmes que ça pose, c'est que cet outil, finalement, on pouvait le mettre à disposition de différentes façons. D'accord ? On pouvait le mettre en open source. Vous avez tous sur vos smartphones des trucs en open source et vous les utilisez. Personne ne vous demande rien. D'accord ? Bon, ça c'est une chose, on ne l'a pas fait, on a choisi de le transférer, sauf qu'après 1 an et demi, je crois, d'exploitation, eh bien, l'application a été retirée du catalogue. Donc on se retrouve, pourquoi ? Pour des questions de choix d'actionnaires, pas assez rentables, pour des questions peut-être de coûts de développement et de maintenance, etc. On retrouve bien sûr le problème du business model de ce type de choses, mais ça interpelle quand même sur, finalement, qu'est-ce qu'on attend d'une application ? Un bénéfice économique, 100% financier, je dirais, un bénéfice sociétal, un bénéfice scientifique. Nous, on a PlanteNet, qui a été évoqué par Pierre ce matin, qui est typiquement un modèle sur le bénéfice scientifique et sociétal. On se débrouille pour maintenir les applications en place, hein, évidemment, à base de projets et de subventions. Mais globalement, le consommateur d'applications a accès directement et contribue, en générant de la donnée, à une économie de la recherche. Donc ça pose des questions qui, je pense, pourront être débattues dans l'après-midi. Dernier exemple pour l'Afrique. La laiterie du berger, je vais passer rapidement. Là, la problématique, c'était de permettre une agrégation raisonnée du lait dans un bassin laitier agropastoral peu connecté. Là, on est dans une zone blanche quasiment. On est dans une zone aride du nord-est du Sénégal. Et le driver, c'est la laiterie du berger, qui est une laiterie de taille moyenne, donc un entrepreneur, qui a créé une filiale de numérisation. Ça veut dire qu'on crée une équipe particulière dédiée finalement à la mise en place et au design de solutions. Alors là, les solutions, je passe très rapidement, c'est autour de 4 outils. On a d'abord donné une identité numérique à tous les producteurs. On sait un QR code, mais c'est une identité numérique. À partir de ça, chaque collecte de lait tous les matins, vous apportez votre seau de lait, entre guillemets, et vous êtes identifié comme cette quantité de lait qui est pesée, elle vous correspond, et vous attachez tout un système d'information autour de ça. Ça vous génère automatiquement un paiement dématérialisé. Donc vous avez un compte en banque entre guillemets virtuel qui est donc du coup crédité, et vous pouvez aller dans un magasin d'aliments par exemple pour acheter de l'aliment du bétail pour vos vaches. Et tout ça se fait de manière dématérialisée. Je passe rapidement là-dessus, mais vous voyez ce genre de système. Ce qui est important là, c'est de voir que c'est bien l'entrepreneur, un peu intégrateur de la filière, qui a mis en place ces outils, en coalition bien sûr avec le bassin de collecte et les organisations de producteurs. On bascule rapidement en Amérique latine. J'ai peut-être été un peu ambitieux dans mon voyage. Je vais passer rapidement sur l'histoire agraire et agricole de l'Amérique latine, mais je pense qu'à l'époque où on vient de signer, au moment où on vient de signer des accords avec le Mercosur, vous serez d'accord pour dire que c'est une puissance, évidemment, enfin certains des pays, en tout cas de cette région, sont une puissance des filières agricoles d'export. Elles sont épaulées par des solutions digitales des GAFAM.
Il ne faut jamais oublier que l'Amérique latine est aussi une chasse gardée des États-Unis et qu'un certain nombre de majors des États-Unis travaillent depuis très longtemps, hein, Microsoft par exemple, travaille depuis très longtemps avec les majors agroalimentaires, par exemple au Brésil ou en Argentine. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a beaucoup d'agriculture familiale et il y a un cloisonnement, je dirais une dualité, on l'a déjà évoqué, dans ces pays entre des efforts et des soutiens par les politiques publiques, plutôt des agricultures familiales, versus des grandes exploitations. Les nouvelles problématiques environnementales se sont invitées. Je ne vais pas évoquer très longtemps la RDE, donc le règlement contre la déforestation importée qui a été mis en place par l'Union européenne et qui va, on ne sait pas trop quand, entrer en vigueur, puisqu'il y a des reculades régulièrement, mais ça pose un certain nombre de questions d'adaptation des agricultures, notamment sur les fronts pruniers en zone amazonienne. Et la zone amazonienne ne concerne pas que le Brésil, hein, ça concerne environ 6 pays. Alors, si je bascule dans cette région, et si on regarde un petit peu le marché de l'AgTech, ça a été présenté par Pierre ce matin. J'ai retrouvé donc un document qui fait l'analyse. Alors elle n'est pas récente, ça s'arrête en 2020, mais ça donne déjà un état des lieux un petit peu, puisqu'on retrouve certaines de tes courbes que tu as montrées. C'est-à-dire d'abord la courbe de croissance finalement. Vous voyez en 2020, on voit bien la courbe à droite là, on arrivait à 450 environ start-up sur l'ensemble du continent. Vous avez tous les pays là avec les différents chiffres. Avec deux majeurs, une concentration sur 2 pays, le Brésil et l'Argentine. 50% pour l'un, 20% pour l'autre, clairement. Et à l'intérieur d'un pays, là, si on rentre dans le Brésil, c'est les petites cartes en bas, une concentration de la présence des startups uniquement dans le sud en fait. Le sud, c'est l'état de São Paulo, c'est les états où il y a essentiellement de l'agriculture industrielle. Donc quand même une ségrégation géographique assez notable. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les entreprises, donc l'AgTech qui est présente sur ce continent, elle touche quasiment à tout type d'application. On a quand même 4 types d'applicatifs majeurs. C'est les chiffres là que vous voyez, la grosse bulle rouge, orange, bleu, etc. correspondent d'abord à des applications de big data et d'agriculture de précision, ce qui montre bien quand même la prévalence finalement de ce type d'agriculture. Ensuite, on a des logiciels de gestion, 105 entreprises qui sont autour de logiciels de gestion. Et puis des plateformes, c'est le chiffre 65, c'est les plateformes d'intermédiation. Et puis enfin, on a tout ce qui est la génétique animale et l'amélioration variétale. Deuxième point important dans cette diapo, c'est que 55% des startups ne viennent pas de l'agriculture. Ce sont des startups généralistes qui investissent l'agriculture. C'est quand même un gros pourcentage. En tout cas, en 2020, c'était le pourcentage. Donc ça, je pense, ça donne des éléments intéressants qu'on pourrait comparer à des chiffres que l'on a évoqués ce matin. Et dernier point pour l'Amérique latine, je vais évoquer la place de la recherche, qui est quand même importante, en évoquant l'Embrapa, qui est l'équivalent de l'INRAE, mais pour tout le Brésil, qui a clairement affiché l'agriculture digitale comme un des piliers de sa stratégie. Donc, très clairement, on dit souvent que l'Embrapa, c'est le bras armé de la recherche pour l'agriculture industrielle brésilienne, mais ils font un pas de côté de plus en plus avec un investissement sous des formes d'innovation ouverte, ce qu'on pourrait appeler nous des living labs, auprès de l'agriculture familiale. Et ils ont mis en place tout un réseau de ce qu'ils appellent les districts agro-technologiques. Donc on est sur une vision collective, encore une fois, on n'est pas sur l'individualité, même si évidemment il y a des agriculteurs au milieu de tout ça. Et donc ça mélange à la fois une vision territoriale et une vision filière, puisqu'on s'intéresse quand même à la mise en place d'outils digitaux et à la digitalisation dans un certain nombre de filières. Ici le miel, l'açaï, c'est un produit connu qui a des propriétés antioxydantes et qui se vend bien en Europe, du palmier waçaï, le lait, la banane, l'aquaculture, etc., etc. Donc un certain nombre d'exemples comme ça, c'est distribué dans la carte évidemment brésilienne. Donc on se retrouve dans plutôt des dispositifs d'innovation ouverte, ce qui est assez nouveau pour l'Embrapa. C'est dans le cadre d'un centre qui s'appelle Semear Digital, c'est-à-dire semer la digitalisation. Ça veut bien dire qu'on est dans un processus, disons, de diffusion, de retour vers de l'expérimentation in situ et non pas simplement dans les espaces d'expérimentation classiques. Dernier point, les technologies utilisées en agriculture numérique. Une étude relativement récente montre
là je vais passer rapidement, que eh bien, le pourcentage d'adoption dépend pas mal de la complexité des outils, donc de la mise en œuvre et du design. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour gagner le temps, je suis un petit peu long. Enfin, je termine. Quelques éléments de synthèse. Alors, il faut tenir compte, et là je pense qu'on a pu voir un petit peu dans le panorama que j'essaie de dresser, des arbitrages entre différents effets connus de la digitalisation. Tout l'ensemble des fonctions, tous les mots qui se terminaient par ion, là, que j'ai évoqués tout à l'heure, montrent que l'on peut utiliser certaines fonctions du digital, voilà, et les combiner. Donc on peut clairement voilà, combiner ça, à condition, et peut-être je vais basculer sur la partie droite de la diapo, d'avoir une vision claire, une programmation, je dirais, pour le futur. C'est facile à dire, mais on voit que sur certains États autocratiques, comme on l'a vu en Asie, ou comme l'Embrapa, pour le cas brésilien, se positionne, il y a des visions assez claires, des stratégies assez définies, qu'on peut lire, d'ailleurs, elles sont écrites, et on peut les analyser. Donc il y a moins d'expérimentation chemin faisant. On est plus sur de la stratégie, on est dans un des cycles que j'évoquais. On peut aussi questionner la souveraineté des nations sur, alors peut-on parler de la détention, de la propriété d'un certain nombre des technologies ou de la capacité d'utilisation de ces technologies. Bon, ça c'est un débat qu'on a actuellement beaucoup sur le verrouillage des infrastructures et des technologies par certaines majeures. Et puis se méfier quand même des risques en général. Et donc je voudrais mentionner un risque qui a été peu évoqué mais que l'on connaît tous. Il y a des biais technologiques dans l'utilisation du numérique. Ce matin, quelqu'un qui parlait des capteurs a évoqué des questions de métrologie et de mauvais réglage des capteurs qui donnent des mauvaises données et donnent évidemment donc, des modèles faussés. On peut évoquer, dans le cadre de l'utilisation de l'IAG, la validation des corpus de texte qui sont mobilisés pour faire l'apprentissage des algorithmes. Je termine là-dessus, ça je passe rapidement. Donc, je voulais juste finir sur un point, puisqu'on est dans une école, sur des questions d'employabilité, d'embauche, de compétences. Je pense qu'on peut réfléchir de deux façons. Il y a finalement les compétences que l'on acquiert dans une école ou que l'on acquiert au chemin faisant en formation continue. Elles peuvent permettre d'être employées par un des acteurs de l'écosystème digital. Et les acteurs, ils sont multiples. C'est-à-dire que forcément, ce n'est pas... voilà, on en a évoqué quelques-uns. Il y a un certain nombre d'acteurs. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail de cette cartographie des acteurs. Mais ça va, encore une fois, je l'ai évoqué, d'organisations internationales jusqu'à des organisations locales. Ça va du marché jusqu'à des institutions, jusqu'à des acteurs plutôt de type public. Donc il faut quand même varier l'employabilité et caractériser finalement comment ces acteurs de l'écosystème digital peuvent employer et sous quelles conditions un certain nombre de personnes formées dans les écoles. L'autre point, il est plus polémique, c'est de savoir quels sont les métiers qui vont disparaître et quels sont les métiers qui vont apparaître. Et donc quel type de compétences il faut acquérir pour les métiers qui vont apparaître. On a ce débat aussi rade et partout sur finalement les thématiciens qui doivent devenir des numériciens et les numériciens qui doivent comprendre les thématiciens. Donc, c'est l'éternelle question des compétences multiples, doubles, appelons-les comme on veut, des fois c'est triple. Voilà, là je laisserai plutôt Lésa contribuer à la discussion sur ce sujet et je vous remercie pour votre écoute. J'ai été un petit peu long, je vous en remercie. Je m'excuse. Merci beaucoup pour cette présentation très très claire. Oui, je ne vous ai pas interrompu parce que c'était limpide et c'était passionnant. Donc je trouve que c'était vraiment une très bonne intervention pour faire le pivot, en fait le lien entre tout ce qui s'est dit ce matin et puis ce qui va être décrit dans la table ronde qui arrive, parce qu'il y a un certain nombre de concepts ou de mots qui sont arrivés, notamment le climat. On n'a pas beaucoup parlé du climat et du carbone ce matin, effectivement. Alors qu'il y a un certain nombre de start-up ou d'entreprises dans notre pays et au sein de l'Union européenne qui accompagnent en fait un certain nombre d'agriculteurs dans l'agriculture bas carbone. Le carbon farming, ça devient une réalité. Certes, c'est encore un marché de niche, mais il y a quand même un certain nombre d'outils d'MRV, Monitoring, Reporting and Verification, qui se mettent en place aujourd'hui, ou dans le cadre de l'agriculture régénératrice. Ça, c'était un premier point. J'ai trouvé que la place de l'État, vous l'avez vraiment bien souligné, dans un certain nombre de pays, et on y reviendra tout à l'heure avec le cas du Kazakhstan en particulier, qui a une politique assez descendante par rapport à la planification, voilà, quelle vision en fait
fait quelle stratégie nationale, et on peut peut-être se poser la question sur, et en France, quelle est la vision, justement, quelle est la stratégie pour l'agriculture aujourd'hui. On parle beaucoup de souveraineté, c'est intéressant de se poser la question. Et puis au niveau européen, où aujourd'hui la souveraineté, la puissance même, c'est des mots qui ne sont plus des gros mots et sur lesquels tout le monde s'interroge, et probablement que le numérique fait partie de cet enjeu stratégique. Il y a un mot que vous n'avez pas commenté sur vos diapos, c'est digital divide, donc la fracture numérique. C'est probablement un sujet qui est très présent dans un certain nombre de pays, par exemple en Afrique, j'imagine, et qui doit être un vrai souci. Donc je ne sais pas si vous voulez oui, je vais détailler commenter un petit rapidement peu. sur le terme, mais je pense que Nicolas qui interviendra après pourra élaborer. On a eu un projet qui s'appelait, puisqu'il est terminé, Fracture numérique, dans lequel on a travaillé dans 3 pays sur ce concept de fracture. Alors on connaît tous les problématiques de connectivité. On n'a pas de connectivité, donc il y a une fracture. Ça, c'est la fracture, disons, la plus simple, mais il y a bien d'autres facteurs et déterminants de fracture. L'électronisme, des capacités d'utilisation d'outils. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire la capacité d'utilisation de certains outils. Et je pense que ça a été évoqué ce matin. Dans un certain nombre de choses où on capte plein de données, on en fait quoi. Ça, c'est une capacité de modélisation. On utilise 10% de nos logiciels de bureautique. Et pas qu'est-ce qu'on fait des 90% qui restent. Donc on a un certain nombre de problèmes de design, de fractures, parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais souvent c'est lié. Donc un certain nombre de variables qu'il faut mieux examiner pour comprendre pourquoi finalement un certain nombre de solutions qui sont proposées percent ou percent pas. Ouais, ça c'est le problème de la courbe aussi d'échecs et qui a été évoqué par plusieurs intervenants. Et puis peut-être un dernier point sur l'économie de la donnée. Donc là tout à l'heure on va y revenir avec le cas du Canada avec Kelly, et donc ces soucis de verrouillage technologique, parce que justement il y a un certain nombre d'écosystèmes qui sont plus ou moins verrouillés. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, des remarques? Est-ce que vous souhaitez rebondir avant d'aller plus loin? Ou bien des témoignages? C'est l'heure de la digestion. Oui, c'est la mauvaise heure. Tout était clair? Il faut appuyer sur le petit bouton rouge en dessous. Voilà. Du coup, je profite que tout le monde réfléchit encore pour poser une question, pour revenir un peu plus en détail et qualitativement sur ces questions de les États qui ont une vision claire du futur, que vous posez comme quelque chose d'assez déterminant pour comparer en fait les contextes internationaux. Alors, ce matin, on a dit à la fois qu'en France, il y avait, ou en Europe plutôt, Pierre l'a introduit en disant qu'on avait une vision relativement singulière, avec un rôle central de l'agroécologie comme vocation en fait, de la numérisation. Donc on peut dire qu'il y a quelque part une vision claire. Et à la fois, on l'a bien vu dans les témoignages de la table ronde, que la mise en œuvre de ce cadrage politique était, certains ont dit, aveugle, non coordonné, pas saisi par les acteurs. Et donc, ça soulevait quand même beaucoup de questions sur le caractère très flottant ou peu efficient en fait du cadrage public. Donc en fait la question que je me pose, c'est dans ces contextes internationaux, quels sont les rouages en fait de l'action publique qui font que cette vision claire, elle produit des effets? C'est une super question. J'ai pas forcément la réponse idéalement, mais ce que je peux avoir des intuitions, des hypothèses à valider. Il me semble, et ça a été évoqué ce matin, que dans le cas de la France, en tout cas pour ce que j'en connais, encore une fois je ne suis pas un spécialiste, vous m'excuserez mes erreurs, pour ce qui concerne l'État, il y a l'État, c'est une chose, mais l'État doit coordonner un certain nombre d'autres acteurs. Et la partie de la programmation claire, c'est ça, c'est coordonner les autres acteurs, des acteurs non étatiques. Donc, en particulier, alors les entreprises, elles se coordonnent toutes seules peut-être, elles ont besoin d'appui, on l'a évoqué dans pas mal quand même, l'aide de l'État pour un certain nombre de choses, et pas que pour les investissements, ça a été évoqué. À mon avis, le secret se place plutôt sur la place de l'État et l'articulation avec les institutions. En France, ça serait les chambres d'agriculture, les coopératives, etc. Dans un certain nombre d'États, de nations que j'ai évoquées, finalement, les institutions ne sont pas aussi multiples et nombreuses que celles que l'on peut peut-être observer en France. Elles font peut-être moins concurrence,
Elles sont peut-être mieux articulées parce qu'elles sont moins nombreuses, je ne sais pas. Ça, il y a beaucoup d'hypothèses qu'on pourrait lever. C'est un peu l'intuition de départ que j'aurais pour répondre à la question. Et donc, ce n'est pas tellement que la politique soit plus claire, hein, c'est que peut-être elle est moins complexe à mettre en œuvre que dans d'autres pays où finalement on fait état de complexité tous les jours dans les articulations entre les institutions. Je pense vraiment à notre pays. Hein. Oui, je vous remercie pour la présentation. J'avais une petite question. À quel point est-ce que l'arrivée du numérique et son développement dans les pays, soit en Afrique subsaharienne, soit en Amérique du Sud, est un enjeu notamment géopolitique des relations entre les pays du Nord et les pays du Sud? Est-ce que finalement c'est uniquement endogène ou le développement de ces outils numériques, ou est-ce que aussi ça peut venir d'acteurs qui sont plutôt des pays du Nord? Et dans ces cas-là, comment se fait en fait la liaison entre les deux sphères? Merci. Oui, c'est une très bonne question et je ne l'ai pas évoqué, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique. Il y a deux choses que je peux répondre. Il y a très clairement les États, quand on reprend le rôle de l'État. Hein, certains États africains font venir en gros des sachants dans le domaine, qui sont de deux ordres. D'autres États, la Chine pour ne pas la nommer, vient et met en place ou aide à mettre en place, comme elle aide à mettre en place un certain nombre d'infrastructures routières ou de transport. Hein. Il n'y a pas de grande différence, ou énergétique. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est presque la question que j'ai posée à Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la part finalement des entreprises européennes, par exemple, qui souhaitent développer un marché en Afrique. À une époque, c'était presque, on nous disait, mais je prends un témoin Michel, que une grande partie du marché des startups françaises, c'était en Afrique ou c'était ailleurs, à valider. Et comment ça s'est passé au fil du temps. Donc c'est une réponse en deux temps, c'est des éléments de compréhension, je pense. Merci pour ta présentation. J'avais deux questions. J'en avais une première sur quel est le rôle des grandes institutions internationales de type FAO dans un cadrage normatif ou Banque mondiale dans d'autres domaines. Moi, j'ai un peu travaillé sur le conseil agricole. Il y a eu de nombreux moments où ces organismes ont eu un rôle très fort en termes de méthodes qui s'imposaient. Je voulais savoir sur le numérique, est-ce que de ton point de vue, il y a une vision Banque mondiale, par exemple, sur le type d'instrument de politique publique à mettre en place dans les pays. Et une des questions que je me posais, c'est est-ce que dans les différents cas, est-ce que tu vois des arbitrages très différents selon les contextes entre la part push-pull dans les politiques d'innovation? Tu n'as pas beaucoup parlé de politique d'instruments plutôt pull, par les subventions des agriculteurs. En France, on n'en parle jamais, mais le plus gros de subventions, il est sûrement pull à travers toute la défiscalisation de l'achat d'équipements qui était un peu dit par Léa, je crois, mais qui est une des grosses façons de subventionner l'équipement en France, qui est peu étudié. Je me demandais, est-ce que ça, c'était quelque chose qui était présent aussi dans d'autres pays? Merci Pierre pour ta question. Moi, je vais répondre à la première d'abord. La deuxième est un peu plus complexe, que je n'ai pas forcément tous les éléments. Mais sur celle du positionnement des organisations internationales, je ne vais peut-être pas répondre pour la Banque mondiale, mais répondre pour la FAO, parce qu'on est un peu plus dans les arènes de la FAO et on suit de manière... Je dirais que chaque organisation internationale a ses périodes de gouvernance. Il y a eu une période à la FAO, la gouvernance, c'était les Brésiliens. Donc l'équipe de gouvernance, les Brésiliens, sous gouvernement de Lula au Brésil, donc quand même très orienté petite agriculture familiale, sans terre, etc., avaient mis en place un agenda de la FAO basé sur l'impact social, finalement. Donc le conseil était revigoré pour reprendre l'impact social, l'agroécologie, etc., etc. La gouvernance de la FAO a changé. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlait pas de numérique, mais déjà ça date d'il y a plus de 10 ans, donc la dynamique du digital existait déjà, mais n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans une gouvernance chinoise. Le DG, c'est un Chinois, et quand vous allez à la FAO, il y a des Chinois partout. Et c'est des gars super, hein, attention, ils sont très, très intéressants à écouter, et les échanges sont très fructueux. Mais c'est une gouvernance technophile, très clairement technophile. Et donc aujourd'hui, c'est invité à l'agenda de la FAO, très clairement,
la programmation du digital pour l'agriculture. Alors, ce n'est pas une injonction, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je vais prendre un exemple très précis. Donc, à la FAO, il y a une division avec laquelle on travaille beaucoup qui s'appelle l'Office de l'innovation, ça porte bien son nom, et qui est le porteur des messages de la digitalisation de l'agriculture par la FAO. Et ça va très très loin, puisque ils viennent de publier une feuille de route que je vous conseille de lire si elle est maintenant publiée online, qui est intelligence artificielle et numérique pour l'agriculture. Et donc on a rajouté l'intelligence artificielle alors qu'on avait des documents avant stratégiques qui étaient plus sur l'agriculture numérique, disons, dont on a parlé aujourd'hui. L'IA se rajoute. On a un certain nombre de dialogues avec la FAO. Eux sont par exemple persuadés que ChatGPT et tous les agents virtuels vont jouer un rôle fondamental dans la transformation des agricultures familiales. Je ne dis pas que c'est vrai ou pas vrai, je ne me positionne pas par rapport à ça. C'est qu'il y a des affichages qui sont très importants, puisqu'évidemment un certain nombre de coalitions se forment à partir de ces messages. Si je suis FAO et que je lance ce message dans votre salle, un certain nombre d'entre vous vont venir me rejoindre. Et donc, voilà, un certain nombre de majeurs vont être d'accord et vont venir, et d'autres vont ne pas être d'accord et ne plus venir. Ces coalitions, elles changent par rapport justement à ce que je disais, c'est-à-dire à des affichages que la gouvernance de la FAO donne. Et à la Banque mondiale, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est peut-être un peu plus financier, je dirais, que idéologique. Sur la deuxième question, sur le push-pull, oui, je ne suis pas capable de te donner une idée de la fiscalité numérique, en gros, parce que je pense que c'est essentiellement là-dessus que ça se joue. Je ne suis pas capable, on n'a pas fait d'études, un point à noter, Nicolas, qui serait intéressant sur... on a fait des études de politique publique, mais au sens plus les documents stratégiques, voilà, où on affiche finalement l'agriculture digitale, et pour les 5 ans à venir, on va dire des documents plutôt stratégiques. Mais on n'a pas du tout regardé les questions de fiscalité. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question en fait par rapport à toute l'information que vous avez donnée à l'Amérique du Sud. Si vous deviez placer une prochaine Silicon Valley en Amérique du Sud, et par rapport à toute la situation géopolitique aujourd'hui avec Milei, avec Lula, Cast au Chili, où vous placerez cette institution, cette Silicon Valley? Ouais. Ah, sacrée question. Mes collègues brésiliens me diraient Pascal, il faut la faire au Brésil. Et mes collègues argentins me diraient c'est en Argentine que ça se passe. En fait, j'ai montré quand même la concentration dans ces deux pays. On peut dire que quand même c'est une partie de la réponse. Après, je dirais, tout dépend de quel Silicon Valley on parle et pour quel type d'agriculture. Alors, parce qu'il y a deux choses dans votre question. Vous avez fait une Silicon Valley pour servir la société globalement, un peu comme... ou pour dédier un certain nombre d'efforts à l'agriculture mondiale. Là, je dirais, c'est un petit peu comme tout à l'heure la gouvernance de la FAO. L'Argentine vient de changer de gouvernance, on est dans un système plus libéral. Le Brésil vient de revenir sur une gouvernance, disons, plus sociale. Enfin, en tout cas, on l'espère avec Lula. C'est difficile de positionner, en tout cas, le rôle d'une Silicon Valley, mais pas forcément la Silicon Valley elle-même, le rôle ou la place de la Silicon Valley dans des politiques publiques qui peuvent évoluer tous les 5 ans. Mais moi, je pense que globalement, aujourd'hui, là où il y a le plus de diversité à étudier, ce serait le Brésil. Et là où il y a le plus de facteurs de coalition. Des gens de l'informatique, des gens de l'agriculture, différents types d'établissements et d'institutions. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je me demandais dans quelle mesure est-ce qu'il émerge dans ces différentes régions des projets de digitalisation, de stratégies de digitalisation concurrents à ceux que vous nous avez présentés. Dans quelle mesure est-ce que ça fait débat dans ces différentes régions? Oui, j'essaie de voir où vous mettez le mot concurrence. Est-ce que d'autres alternatives de propositions de stratégies et de trajectoires alternatives du développement d'une agriculture numérique émergent dans ces différentes régions? Ou bien je pense que le meilleur exemple, c'est quand même l'agroécologie en Asie, par rapport à ce que j'ai présenté, qui semble un peu décalé par rapport aux efforts de la digitalisation qui, en général, vont autour de la productivité. Là, on ne dit pas que dans l'agroécologie, il n'y a pas de productivité, mais on dit que c'est d'abord la résilience, c'est d'abord les solutions fondées sur la nature. Si on veut que notre agriculture existe encore dans 20 ans, c'est contextualisé. Encore une fois, c'est l'Asie, changement climatique, gros problème de résilience,
terres arables quand même en nombre limité avec une démographie forte. Il y a plein de contextes, si vous voulez, qui font ça. Je dirais que c'est probablement voilà, une alternative à la digitalisation standard, on va dire. Qui pose plein de questions de développement complexes. Hein. C'est ce que j'ai essayé de... Mais bon, là, c'est un débat sur l'agroécologie. Le deuxième point, c'est que pour lancer de nouvelles innovations, si je prends l'exemple de l'Afrique, il faut quand même que la numérisation des territoires, les questions de connectivité soient résolues. Or, je pense qu'elles le seront assez rapidement. Il y a 10 ans, j'aurais tenu un discours. Aujourd'hui, j'en tiens un. Et dans 10 ans, peut-être que voilà, on aura des satellites partout et tout le monde sera connecté. Et puis voilà, c'est une fausse réponse. Et donc, à partir de là, on pourra vraiment voir ce qui émerge. Mais il y a tellement de différences entre les territoires en termes justement de fractures basées sur les infrastructures que c'est extrêmement difficile de pouvoir justifier qu'il y a des innovations alternatives. Pourquoi sont-elles alternatives? Peut-être parce que c'est les seules qui soient possibles à cet endroit-là, mais elles ne sont pas possibles ailleurs. Alors, peut-être un point... Enfin non, ça nous mènerait trop loin. J'arrête. Une dernière question? Ok. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.